Bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous accueillir aussi nombreux pour ce deuxième webinaire Jeux Olympiques et Jeux Paralympiques 2024. Lors du premier webinaire du 2 avril, qui avait déjà rencontré un franc succès, nous avions cherché à éclairer certaines zones d'ombre de l'organisation des Jeux Olympiques. Durant l'heure qui suit, mes collaborateurs, Céline Chevalet, directrice du pôle juridique et social, et Grégory de Coster, responsable territorial pour Mobiliance Île-de-France, vont tenter de vous présenter et de vous expliquer le plus clairement possible les dernières évolutions en matière de restriction de circulation et leur potentiel impact sur la gestion de personnel. Depuis plus d'un mois, de nombreuses réponses et avancées plus ou moins officielles ont pu être obtenues pour les loueurs, les concessionnaires ou encore les stations-service. Cela relève d'un travail de négociation complexe qui a exigé de la part de nos équipes beaucoup de patience et de persévérance. Malgré nos efforts, il reste encore des points en suspens et des interrogations. Les règles de sécurité seront-elles maintenues entre les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques? Bénéficierons-nous d'un chômage partiel aménagé? Le caractère exceptionnel de l'événement ne doit pas nous faire oublier la relative fragilité de nos entreprises. Pour préserver leurs activités et faire les bons choix, nos professionnels ont besoin d'y voir le plus clair possible. Mobiliance ne néglige aucun aspect et vous propose également durant ce webinaire de faire un focus sur le risque en matière de cybersécurité que l'on annonce accru durant cette période si particulière. Je remercie Natacha Montereau, directrice conseil formation de Midrange Group, et Dominique Horvat, responsable informatique de Mobiliance, pour leur intervention future. En début juin, alors que vous disposiez pour la plupart de tous les éléments, Mobiliance vous adressera une enquête afin de connaître vos décisions en matière d'ouverture et fermeture de vos établissements. Cela sera important pour la continuité de notre action. Enfin, je terminerai mon propos en remerciant Mélanie, qui a préparé ce webinaire avec son talent habituel. Et je vous remercie également pour votre attention et vous souhaite un agréable moment. Bon webinaire. Monsieur le Président, je vous propose d'entamer sans tarder, puisqu'on a déjà quelques minutes de retard. Alors, je vous propose de passer en revue très très vite le sommaire qui nous attend pour ce webinaire de ce matin. On est ensemble à peu près pour 1 h 15 environ. Nous aborderons très succinctement les outils qui sont à votre disposition aujourd'hui pour anticiper le mieux possible les Jeux olympiques. Nous aborderons ensuite toutes les dernières actualités que nous avons pu obtenir, soit par notre travail, soit par les simples décisions des autorités locales sur le plan des restrictions de circulation. Puis, je laisserai la parole quelques instants à Céline Chevalet pour rappeler effectivement l'accompagnement que peut apporter Mobiliance durant toute cette période sur le plan de la gestion du personnel et donc toute la dimension juridique et sociale. Et puis, nous avons rajouté pour ce deuxième webinaire ce qu'évoquait à l'instant le président, à savoir tout l'aspect cybersécurité, puisque c'est une période très particulière où les actes de malveillance sur le plan informatique sont amenés à se multiplier. Je vous invite à poser vos questions dans le chat, sachant que je n'y répondrai que entre chaque partie, pareil pour mes collègues, de manière à pouvoir tenir le timing que l'on s'est fixé. Alors, les outils à votre disposition. C'est une bonne phase d'introduction qui doit me permettre aussi de vous dire que la durée de ce webinaire est un petit peu plus courte que la dernière fois, puisqu'on a déjà apporté un sacré niveau de réponse, je pense, lors de cette lors du webinaire du 2 avril, et qu'entre-temps, nous avons mis à jour le guide, qu'il sera à nouveau mis à jour à l'issue de ce webinaire, avec des éléments notamment, vous le verrez, sur tout ce qui concerne les créneaux de livraison. Nous avons mis également en place une FAQ qui sera
également consolidés à l'issue de ce webinaire en fonction des questions que vous pourriez être amenés à nous poser. Nous organiserons peut-être à ce stade, on n'en voit pas encore l'utilité, mais ça sera peut-être le cas à l'occasion de l'ouverture de la plateforme sur les dérogations, du moins pour toute la période des Jeux. On organisera peut-être encore un troisième et dernier webinaire dans le courant du mois de juin et on vous tiendra informé des principales informations qui peuvent émerger sur le sujet des JO au travers de nos flash infos. Et le prochain en date sera, à mon avis, pour vous alerter de l'activation de la plateforme pour obtenir les QR codes concernant la dérogation sur les zones rouges. Alors, ces outils qui sont développés par Mobilian se complètent par des outils qui sont officiels et rattachés aux autorités locales, préfectures de police et autres. Tu peux passer, Mélanie. Alors, il s'agit pour deux d'entre eux, le site Anticiper les Jeux et l'application mobile RATP, en fait, des outils de planification de vos déplacements. Pour le site JOP de la préfecture de police et de la plateforme jeu, en fait, il s'agit essentiellement d'éléments pour la dérogation et tout ce qui concerne les règles de circulation. Et pour le dernier outil qui s'appelle J'optimise, qui lui-même en fait est une plateforme globale qui recouvre plusieurs outils. Eux concernent tous la dimension des créneaux de livraison. On aura l'occasion d'y revenir de manière plus longue tout à l'heure. Alors, les dernières informations, je pense que c'est la partie qui reprend enfin, une grande partie de vos questionnements que nous vous avons demandé au travers de votre formulaire d'inscription. On a essayé d'établir un ordre du jour qui doit permettre de solutionner une grande partie des problèmes. Je vous les cite rapidement. Donc, on va faire un léger focus, enfin un rapide focus sur les périmètres de sécurité rouge et bleu des sites de compétition. On va s'attarder un peu plus longuement sur le tableau des dérogations et justificatifs. On va évoquer la cérémonie d'ouverture qui, elle, n'avait pas été évoquée lors du précédent webinaire. On va revenir sur la plateforme QR code, les créneaux de livraison. On a essayé de faire quelque chose de vraiment très didactique et assez simple sur la base d'un exemple. On va revenir rapidement aussi sur la question des voies olympiques ou des voies réservées. Et puis, on passera aussi rapidement sur les épreuves sur route, montage et démontage des sites temporaires. J'insiste bien sur le fait que l'objectif n'est pas d'être complètement redondant avec le premier webinaire du 2 avril, puisque vous avez accès à nos services et vous pouvez nous solliciter en direct pour des thématiques ou des problématiques qui vous seraient propres. Alors, avant de rentrer dans le dur avec les périmètres de sécurité, il est de mon devoir de vous dire que tout n'est pas encore solutionné. Le président le disait tout à l'heure, on a encore quelques éléments qui sont un peu dans le flou, soit où on doit encore aller chercher l'information, je pense notamment aux éducations routières pour la dimension du justificatif de parking, alors qu'on sait qu'une majeure partie de ces acteurs n'ont pas de stationnement dédié, mais on est aussi en attente d'éléments plus généraux et génériques, mais c'est le cas de la majorité des acteurs professionnels et autres unions patronales et syndicales. Et donc, à ce jour, même si vous le verrez, on l'abordera tout à l'heure, on a un peu plus d'éléments sur les horaires de livraison, on attend encore des confirmations, on n'a toujours pas d'informations sur les restrictions de circulation entre les JO et les JOP, c'est-à-dire est-ce que les périmètres de sécurité vont perdurer durant cette période ou est-ce qu'il y aura un assouplissement? Ça, on n'en sait rien. Les contraintes de circulation pour les phases d'entraînement des épreuves sur route qui, elles, peuvent être extrêmement contraignantes puisqu'elles occupent un périmètre beaucoup plus large que les sites d'épreuves classiques. Le dispositif de sécurité durant les Jeux paralympiques, est-ce qu'il reprendra les mêmes périmètres ou est-ce qu'il sera assoupli? Ça, c'est pareil, on n'a pas encore l'information aujourd'hui. Et un élément peut-être un peu moins impactant, mais on n'a toujours pas tous les éléments concernant le relais de la flamme en Île-de-France. Donc, vous l'avez vu, elle est arrivée il n'y a pas si longtemps que ça à Marseille et elle va poursuivre son périple jusqu'à l'arrivée en Île-de-France. Et donc, on attend, mais là, je vous l'ai déjà communiqué, l'activation de la plateforme Page-Jeu pour les dérogations à partir du 26 mai, sachant qu'aujourd'hui, vous pouvez, pour ceux qui sont dans le périmètre gris, en faire les demandes, faire les demandes de dérogation pour pouvoir pénétrer sur ce périmètre durant la période de préparation entre le 18 et le 26 mai, sachant que les JO démarrent le 26 mai à 13 h.
Alors ça, on a repris la slide de la fois précédente. Je vais essayer d'être assez synthétique et le plus clair possible en vous énumérant les règles qui s'appliquent à chacun de ces périmètres. Donc pour le périmètre bleu, nous l'avons dit, nous le rappelons, c'est un périmètre non matérialisé. Vous ne pouvez pas savoir effectivement, sauf sur les outils de navigation, MAPI, Maps, etc. On vous serait informé, à mon avis, si vous rentrez dans le périmètre ou pas, mais il n'y a pas de matérialisation par des forces de police, les forces de l'ordre ou n'importe quel type d'autorité sur place. Il n'y aura pas de contrôle à l'entrée ni à la sortie de ces zones, mais par contre, des contrôles inopinés pourront avoir lieu qui nécessiteront de disposer d'éléments justificatifs pour votre présence. Donc, il n'y a pas besoin, il n'y a pas de restriction de circulation dans la zone bleue. C'est une zone réglementée, donc on encourage à maximiser les déplacements à vélo, à pied, à trottinette, mais les déplacements motorisés ne sont pas interdits. Et donc, mais par contre, vous devez pouvoir justifier votre présence, mais ce justificatif est libre. Donc, on l'avait déjà évoqué la dernière fois, il est repris largement sur les tableaux et dans notre guide. Vous pouvez présenter une carte d'identité, un justificatif de domicile, une attestation d'employeur, un justificatif enfin, un abonnement de stationnement, etc., etc. Il y a une vraie liberté pour l'usager, qu'il s'agisse d'une entreprise, d'un particulier, d'un prestataire et autres. Donc, dans le périmètre bleu, et ça, c'est important et on le martèle, l'activité va pouvoir se poursuivre presque normalement. Et ça, c'est à vous de le signifier auprès de votre clientèle. Et j'y reviendrai plusieurs fois puisque la communication doit être au centre de vos problématiques pour les semaines et mois qui viennent. Concernant le périmètre rouge, lui, il sera matérialisé, donc c'est-à-dire que vous pourrez détecter effectivement, alors on ne sait pas encore sous quelle forme, mais on imagine des barrières, des points de passage avec les forces de l'ordre, donc avec des contrôles à l'entrée, mais pas de contrôle à la sortie, hein. Donc on doit pouvoir présenter effectivement son QR code, sa dérogation pour entrer dans la zone, mais pas pour en ressortir. Inutile de compliquer les choses. Donc la circulation, j'insiste, est interdite sauf sur dérogation. C'est ce qu'on va aborder dans les slides suivants avec les tableaux des personnes concernées. Et donc ces dérogations doivent se faire par une déclaration obligatoire sur la plateforme Page-Jeu, dont je disais il y a quelques instants, qui n'est pas encore active pour les périmètres rouges, mais uniquement pour les périmètres SILT ou périmètre gris. Donc l'activité, ce qui veut dire malgré tout que l'activité sur le périmètre rouge va pouvoir se poursuivre. Là aussi, il y a un vrai travail de communication à mener auprès de votre clientèle, même s'il y aura beaucoup plus de contraintes et qu'on encourage largement à reporter tout ce qui n'est pas essentiel de manière à ne pas rendre problématique la circulation sur ces parties. Petit rappel, puisque l'application ou la mise en activité, enfin, l'activation de ces périmètres de sécurité se fera de manière simultanée sur la zone rouge et sur la zone bleue, 2h30 avant le début de la première épreuve et 1 heure après la fin de la dernière épreuve. Donc, le sujet qui n'avait pas été abordé lors du précédent webinaire, je le disais tout à l'heure, c'est la cérémonie d'ouverture qui, elle, donc, comme vous le voyez, ne dispose pas de zone bleue. Sa principale difficulté, c'est que les périmètres de sécurité rouge seront activés bien avant la cérémonie, donc je le disais tout à l'heure, qui démarrera le 26 juillet à 13h. Deux éléments de restriction distinctifs, les règles pour l'accès au périmètre gris, SILT, et celui pour accéder au périmètre rouge. Je démarre tout de suite par le périmètre rouge, donc je vais vers la scène. Donc la déclaration devra se faire également sur le site Page-Jeu et les mesures seront à peu près similaires à ce que vous aurez pour les sites des épreuves qui seront, eux, actifs à partir du 27. Par contre, là où les difficultés seront un petit peu différentes, c'est pour l'accès au périmètre gris. La préfecture de police a diffusé la liste des personnes autorisées à circuler sous condition. Donc là, le Page-Jeu a d'ores et déjà activé, la plateforme est d'ores et déjà activée. Simplement, ça demande un petit peu de temps
Je sais que certains adhérents ont déjà fait la démarche. Ce périmètre gris sera en activation continue, donc il n'y a pas de temps de repos. Ce qu'on va vous présenter après pour l'aspect livraison, on n'est pas concerné. Donc là, c'est de minuit à minuit, si je puis dire, activation en continu du périmètre. Il faudra prouver votre intérêt à pénétrer dans cette zone. Donc pour cela, vous déclarez et faire la demande de dérogation sur la plateforme Page Jeu, y compris si vous êtes un cycliste, un piéton ou n'importe qui. C'est une zone sensible qui va amener beaucoup d'installations sur cette période, et toute circulation, même si elle est autorisée, de toute façon va se retrouver en fait compliquée à partir du 18 juillet. La délivrance du laissez-passer sera plus longue que pour la délivrance du laissez-passer du périmètre rouge, puisqu'une enquête administrative est faite lors de chaque demande. Et là, vous ferez face à des contrôles systématiques à l'entrée de la zone grise. On entre dans une autre phase qui, à mon avis, est celle que vous attendez tous après ce préambule sur les périmètres de sécurité. Je le refais de manière exhaustive, sachant qu'on a expurgé le tableau de tout ce qui concernait les acteurs qui ne concernent pas la branche de l'automobile et de la mobilité. Donc les dépanneurs seront bien autorisés à circuler ils présentent un caractère d'intérêt général et surtout un caractère d'urgence. Ce qui est important, c'est de rappeler que dans le périmètre bleu, pour la quasi-totalité des acteurs, vous le verrez, excepté les éducations routières, tous les déplacements sont autorisés à partir du moment où ils sont légitimes. Et donc, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, sans forcément qu'il y ait un contrôle obligatoire. Mais concernant les dépanneurs sur le périmètre rouge, s'ils interviennent pour un motif d'urgence, il n'y a même pas de de dérogation à obtenir. Donc, si jamais vous êtes un dépanneur, que vous n'intervenez sur Paris que lors d'occasions particulières, sur demande d'un assisteur, etc., ou parce qu'il y a eu des circonstances exceptionnelles qui exigent le déplacement de plusieurs professionnels, eh ben, vous pourrez vous présenter. Donc, vous n'aurez pas besoin de procéder à une demande de dérogation sur la plateforme. S'il ne s'agit pas d'un caractère d'urgence, ça ne veut pas dire que vous ne pourrez pas vous rendre sur site. Par contre, il faudra procéder à une demande de dérogation en déclarant le véhicule susceptible de se rendre sur ce périmètre rouge. Les véhicules des auto-écoles, donc on l'avait dit la dernière fois, ça ne change pas, c'est pas le bon moment pour pour procéder à l'enseignement de la conduite avec les jeunes. Donc la circulation est interdite, du moins pour la phase d'apprentissage. Par contre, c'est autorisé de rentrer et de sortir de la zone rouge et de la zone bleue sur la base d'un justificatif. La difficulté, je l'avais expliqué la dernière fois, on n'a toujours pas pu faire sauter le critère de justificatif de parking obligatoire. C'est entre les mains de la sous-directrice à la DSR. Donc, on a bon espoir que ça avance, et on va relancer également le MEDEF, puisque l'objectif, c'est quand même de ne pas créer une dérogation qui serait finalement inutile, puisque vous ne pourriez pas présenter tous les justificatifs nécessaires. Société de location de véhicules, on a connu une avancée plus que positive, puisque vous avez été nombreux à nous poser des questions au travers du formulaire d'inscription sur comment je vais faire pour déclarer mes véhicules si je dois disposer de 48 heures et je dois fournir les éléments relatifs au conducteur pour une réservation qui aurait lieu 24 heures avant, etc. Donc, il y avait bien une problématique de délai. Et donc, normalement, deux types de déclarations ou de sollicitations de QR code aujourd'hui sont prévus, c'est-à-dire le QR code qui serait associé au conducteur, mais les entreprises qui disposeraient d'une importante flotte de véhicules et qui n'auraient pas effectivement cette souplesse pourront effectivement uniquement déclarer les véhicules au travers de leur plaque d'immatriculation, ce qui leur éviterait systématiquement de déclarer chaque sollicitation ou chaque demande de location d'un particulier. J'y reviendrai si jamais il y a des questions dans le chat ou si jamais je n'ai pas été assez précis, mais sachant que la branche loueur est très active et Tristan Ganivet et Julie Sadaka travaillent et suivent le dossier de très près.
Bon, là, je passe rapidement sur les véhicules des personnes qui disposent d'un abonnement dans un parking public ou dans un parking privé, puisque à partir du moment où elles peuvent justifier d'un abonnement ou même d'une réservation horaire, elles auront la possibilité de se rendre dans ce parking. Ce qui ne sera pas autorisé, ce sont les gens qui se rendront dans la zone rouge sans avoir prévu de rentrer dans le parking et de se dire, bon voilà, je me balade et puis je décide d'aller me stationner dans le parking un tel. Non, il faudra obligatoirement réserver pour pouvoir présenter un justificatif de stationnement sur une base horaire. Les véhicules des personnes exerçant leurs activités dans le secteur et ne pouvant se déplacer autrement qu'en véhicule, donc qui disposent d'un parking. Donc là, il n'y a pas eu de changement depuis la dernière fois. Pareil pour toutes les personnes qui exercent une activité dans le secteur mais qui n'entrent dans aucune des catégories. Normalement, elles ne sont pas autorisées à circuler dans le périmètre rouge. Deux éléments qui n'apparaissent pas dans le tableau des dérogations de la préfecture de police, mais qui néanmoins ont obtenu des validations. Ils nous ont été garantis, y compris par la préfecture et par le MEDEF. Il s'agit des concessionnaires automobiles et je pense aussi professions équivalentes, puisque les contrôleurs techniques ou réparateurs devront pouvoir bénéficier, mais ça malheureusement, c'est uniquement lorsque la plateforme aura été ouverte que l'on en saura plus. Mais dans tous les cas, les concessionnaires automobiles ont la possibilité de se rendre et d'accueillir le client dans leurs espaces pour les achats, les reprises, les réparations, etc. Et je reviendrai juste après sur le mode opératoire concernant la démarche auprès du client. Les stations-service, c'était également des questions reprises régulièrement dans le formulaire. On a le plaisir de vous annoncer que l'approvisionnement des stations est autorisé. Et donc, si l'approvisionnement est autorisé, l'ouverture de la station également. Simplement, le réapprovisionnement devra se faire au même titre que n'importe quelle livraison auprès de n'importe quel professionnel durant la période, à savoir sur les créneaux de livraison qui seront autorisés. Alors, la plateforme Pageux dont on parle beaucoup, qui ne concerne effectivement que les véhicules motorisés. On l'a dit tout à l'heure, dès que vous êtes en mobilité douce, vous n'êtes pas concerné. Le périmètre gris, on l'a dit également tout à l'heure, le pass est déjà, enfin la plateforme est déjà activée et vous pouvez procéder à la demande. Concernant le périmètre rouge, on attend effectivement le déblocage de la plateforme. Je disais que j'allais parler du client. C'est important puisqu'en fait, toutes les demandes de dérogation qu'on a vues précédemment s'appréhendent assez facilement quand il s'agit d'une entreprise, d'un fournisseur, des salariés, etc. Concernant le client, je prends l'exemple des concessionnaires que j'évoquais tout à l'heure puisqu'il est assez représentatif. On a eu la confirmation aujourd'hui auprès du MEDEF que pour la circulation du client qui amènerait sa voiture, il y aurait les deux possibilités, à savoir soit c'est l'entreprise qui, sur prise de rendez-vous, déclarera le véhicule du particulier, soit le particulier déclarera lui-même son déplacement pour se rendre chez son professionnel. Et donc, c'est ce qui devrait être validé pour à peu près l'ensemble de professions équivalentes. Mais encore une fois, on attend de voir ce qui se passera sur la plateforme et on aura besoin du maximum de retours pour savoir toutes les difficultés que vous pourrez rencontrer à cette occasion. Et il y a un élément que je n'ai pas évoqué juste avant sur le tableau des dérogations, c'est que même si vous disposez des justificatifs, aujourd'hui, les déclarations du préfet de police ont été les suivantes, c'est à savoir qu'il s'en remet complètement aux forces de l'ordre pour apprécier librement la légitimité du conducteur d'intégrer ou de rentrer au sein du périmètre rouge. Donc là-dessus, on n'aura absolument pas la main. Si vous pouvez très bien faire face à une situation où la personne vous autorise à circuler et une autre qui pourra se montrer un peu plus pointilleux, voire même pourrait refuser l'accès. Et ça, malheureusement, c'est pas quelque chose que l'on peut anticiper, que l'on peut prévoir. Et c'est toujours la différence entre la théorie et la pratique. Mais dans tous les cas, le préfet a complété son propos en disant qu'il avait déjà accordé trop de dérogations, que c'était presque
de la folie, entre guillemets, d'avoir été aussi permissif sur un événement de cette ampleur. Et voilà, donc on ne pourra vérifier finalement la justesse de ces propos qu'à l'occasion, qu'à partir du 18 et puis à partir du 27 pour le site des épreuves. Alors, on n'est pas peu fiers de vous proposer ce petit schéma, puisque aujourd'hui les créneaux de livraison, on ne dispose pas encore de tous les éléments, mais on a essayé de vous faire quelque chose de très schématique et de compréhensible. Bon, pour vous dire que, au-delà de la livraison de nuit, qui est fortement recommandée, mais on sait qu'elle n'est pas forcément possible partout, et on l'avait dit la dernière fois, ça apporte de véritables conséquences sur le plan de la gestion du personnel. On a voulu mettre au travers de cette frise deux éléments en avant, à savoir la possibilité de livrer. Qu'est-ce qui se passe? Je vois que tu... Non, c'est bon. La possibilité de livrer 2 heures et demie avant le début de la première épreuve et 1 heure après la fin de la première épreuve. Donc en fait, on a pris un exemple de journée, hein. On vous dit pas, on n'est pas en train de vous dire que les épreuves auront lieu tous les jours entre 10 heures et 17h30. On n'en sait rien, il y aura des coupures. Pour ça, il faudra aller sur le site Anticiper les Jeux qui connaît déjà les horaires de chacune des épreuves. Nous, on vous a mis un exemple type pour vous montrer que sur une journée qui commencera à minuit et qui finit à 23h59, il est possible de livrer jusqu'à 2h30 avant. Donc ça, c'est la livraison possible sans dérogation, puisque la circulation redevient libre en dehors de la levée des périmètres, de l'activation des périmètres de sécurité. Donc, pendant les 2h30 qui précèdent, livraison totalement impossible. Pendant l'heure qui suit, livraison totalement impossible, ce qui redevient possible juste après. Et la petite subtilité qu'on n'avait pas la dernière fois, c'est qu'en fait, les livraisons pour apporter le maximum de souplesse devraient être rendues possibles sous condition, donc on ne les connaît pas encore toutes, à partir du moment où le flux piéton sera cessé, donc c'est-à-dire que tous les participants seront rentrés dans l'enceinte sportive, et par contre, les livraisons devront cesser au moins une demi-heure avant la fin de l'épreuve, de manière à pouvoir anticiper les sorties et faire que la circulation se soit réduite aux abords de l'enceinte sportive. Donc c'est encore une fois juste un exemple. On en saura plus quand on aura les plans de circulation, quand toutes les informations officielles des livraisons auront eu lieu. Mais je pense qu'on commence à se rapprocher de la réalité. Et donc, pour planifier vos livraisons, ça sera quasiment indispensable pour vous de les planifier et de vous organiser au travers de cette plateforme. Donc, quand on vous enverra le PowerPoint, vous aurez l'ensemble des liens. Vous n'aurez qu'à cliquer pour vous rendre sur l'ensemble de ces outils, des outils qui sont mis à vos dispositions. Je vous laisserai les consulter au travers du PowerPoint. Il existe 4 plateformes différentes, dont une qui permettra aussi de disposer d'un QR code pour la zone bleue. L'objectif étant de faciliter le travail des forces de l'ordre, à savoir de ne pas sortir 25 justificatifs différents pour prouver de votre présence sur la zone, mais de montrer que le QR code, effectivement, vous avez pu vous déclarer et ça sera plus facile pour autoriser pour justifier de la livraison sur cette zone. L'important sur cette plateforme, j'optimise. C'est pas d'aller à l'aveugle en se disant, bon, je vais me débrouiller tout seul. Ils sont en train de lancer une campagne de formation et de bonne utilisation de la plateforme pour planifier les livraisons. On vous a mis le flash code, comme ça vous n'avez qu'à flasher pour pouvoir vous rendre sur le planning de formation et on vous a déjà mis une série de dates. Et donc moi j'assisterai d'ailleurs pour information à celle de cet après-midi, de manière à pouvoir intégrer des éléments dans la FAQ si jamais les informations sont pertinentes et le méritent. On est presque à la fin de cette partie sur les restrictions de circulation avant de répondre aux éventuelles questions. Les voies réservées. Donc, la slide est reprise exactement de la dernière fois. Je rappelle que la voie réservée est une voie interdite à la circulation de 6h30 à minuit, qu'elle est réservée aux bus, enfin aux transports en commun, aux taxis, aux officiels. Elle n'est pas ouverte aux véhicules de dépannage,
qu'ils appartiennent au concessionnaire ou qu'ils soient du dépannage remorquage fourrière. Cela n'a pas été validé et je pense que ça ne le sera pas. Ce n'est pas dans les intentions de la préfecture de police. Ils nous l'ont martelé, on y est revenu à plusieurs reprises sans pouvoir être entendu. Et donc, ces voies réservées seront mises en place de mémoire sur 185 km à peu près de voirie en région Île-de-France et dans Paris. Je ne reviens pas sur le détail, vous avez tout ça dans le guide des JO de Mobiliance, simplement pour vous rappeler qu'il y aurait quelques portions entre Paris et les différents sites olympiques qu'on peut trouver dans la région Île-de-France et concerneront donc la 1, la 13, des morceaux de la N13, de la 4, de la 12, de la 86 et surtout, par contre, sur la quasi-totalité du boulevard périphérique qui ne sera pas sans créer, à mon avis, certains ralentissements. Et donc, les épreuves sur route, je passe très rapidement puisque la slide n'a pas évolué non plus. Là, c'était juste pour signifier que l'activation des périmètres rouges sera actif, aura lieu 3 heures avant le début des épreuves, que les riverains des périmètres rouges pourront y accéder, eux, quant à eux, jusqu'à 1h30 avant, et que le dispositif, lui, sera libéré un peu plus rapidement que dans le site des épreuves, à savoir 15 minutes après le passage du dernier concurrent pour pouvoir rétablir facilement la circulation des usagers. Je fais l'impasse sur la dernière slide puisque tout y est inscrit. C'est ce qui concerne le montage et démontage des sites de compétition, qui fait aussi complètement le lien avec le montage des installations tout au long de la scène pour la cérémonie d'ouverture. Et donc là, vous avez tous les éléments également qui sont repris dans le guide JO de Mobiliance. Alors, avant de passer rapidement sur la gestion RH et surtout finalement de vous rappeler qu'on est à votre disposition sur ce sujet, on va regarder les questions-réponses en direct. Alors, sur Paris, pourrons-nous... Alors après, je ne sais pas forcément quel secteur d'activité. Ouais, si pourrons-nous bien livrer entre 4h et 7h30 du matin les stations-service? Normalement, la réponse est oui. Concernant les loueurs, quelles seront les modalités d'accès des prestataires au parking situé dans les zones réglementées? Le prestataire devra se déclarer, s'il est en zone rouge, il devra se déclarer sur la plateforme pour justifier de son motif. Ça sera accepté ou non. Donc ça, on n'a pas la main dessus. Concernant la zone bleue, il n'y aura aucune difficulté, la circulation sera libre. Si les périmètres rouges sont activés en continu du 18 au 26, les livraisons en station-service ne seront pas autorisées. Si, elles seront autorisées sur la base d'une dérogation. Bonjour, nos clients The Web pourront-ils, avec leur scooter, se rendre à leur station d'échange pour faire le plein en échangeant leur batterie? Alors, est-ce qu'il s'agit de zone rouge ou est-ce qu'il s'agit de zone bleue? Ça, je vous invite à vous rapprocher et me préciser la question. Donc, le transport de matières dangereuses, encore une fois, donc 8 usagers en camion citerne 12 tonnes est-il toujours interdit dans les zones bleues et rouges? Je ne pense pas que le transport d'huile usagée fasse partie des matières dangereuses de première nécessité, donc j'aurais tendance à vous dire non. Et il n'y a pas d'autres questions. Donc, vous avez encore le temps d'en poser dans le chat si nécessaire. De toute façon, si on n'a pas répondu à toutes les demandes, vous nous passez un coup de téléphone, vous nous envoyez un mail et on prendra le temps de voir avec vous l'ensemble de ces sujets. Ah, si, je viens de voir que pour de grosses flottes, doit-on faire des demandes de pages jeux unitairement par immatriculation? Peut-on envoyer avec l'ensemble de nos immatriculations choisies? Je n'en sais absolument rien puisque je ne sais pas à ce jour à quoi ressemble la plateforme de dérogation. Donc ça, c'est le genre de remontée qu'il nous faudra faire dès l'activation de la plateforme. Mais voilà, on a besoin de vos retours là-dessus puisque Mobiliance n'est pas forcément une entreprise et je ne pourrais pas faire les tests moi-même, donc il faudra nous solliciter. Je ne comprends pas, ça ne fait pas dans l'ordre, j'ai l'impression. Alors, bonjour, les voies réservées seront-elles mises en place du 1er juillet à mi-septembre? Tout à fait, c'est à partir du 1er juillet qu'elles sont activées. Je vois que quelqu'un avait répondu. Bonjour, quid des voies réservées quand il n'y a qu'une voie? Je ne crois pas que ça existe. Ils ont mis en place des voies réservées que lorsqu'il y avait la possibilité de circuler. Donc, c'est voies réservées quand il y a un minimum 2 voies.
On continue d'écrire vos questions. Je laisse la parole à Céline Chevalet. Oui, il avait répondu. Voilà, donc de toute façon, ne vous inquiétez pas, vous connaissez nos adresses mail, on a tout sur notre page régionale. On remettra le contact de chacun sur le PowerPoint ou sur l'article sur notre espace régional. On est là à votre disposition jusqu'au JO. Bah, de toute façon, après, c'est fini, hein. Je me casse. Non, non, je plaisante bien évidemment, mais voilà, on répondra à toutes les sollicitations jusqu'à la fin, y compris pendant la période des Jeux. Céline, je te laisse reprendre la main. Hop. Donc bonjour. Donc Mélanie nous a effectivement mis dans les slides les différentes possibilités et aménagements. On voulait juste, il n'y a rien de nouveau par rapport à ce qu'on vous avait dit lors du premier webinaire. Rien n'a été modifié, rien n'a été mis à jour au niveau des dispositifs réglementaires, légaux ou conventionnels. Juste pour vous rappeler donc, que sont mis à votre disposition et ont également été rappelés bien après notre guide par le ministère du Travail les possibilités d'adaptation pour que les entreprises puissent faire face aux difficultés engendrées par l'organisation des Jeux olympiques et Jeux paralympiques, et notamment les adaptations en termes de durée du travail et d'organisation du travail. Donc, on recommande le recours au congé payé en permettant de faire coïncider la période de congé payé avec les périodes de jeu. Le recours aux jours de réduction du temps de travail pour les salariés qui sont à l'heure et qui bénéficient de ces RTT. Donc la partie de RTT imposée au titre du contingent patronal. Le recours au télétravail pour celles des fonctions qui sont télétravaillables, tout n'étant pas. Et l'adaptation des horaires de travail, notamment pour tenir compte des transports en commun et des difficultés d'accès au lieu de travail. Vous pouvez également jouer, dans certains cas, ça dépend comment votre entreprise est organisée, sur le lieu de travail et modifier temporairement le lieu de travail de vos collaborateurs. En tout état de cause, on vous l'avait dit, on vous le répète, toutes ces modalités doivent être organisées en concertation avec vos représentants du personnel, que ce soit le CSE ou les délégués syndicaux. Donc, plus vous vous y prenez en amont, mieux c'est. Ce n'est pas à la veille des Jeux qu'on va se rendre compte qu'on est impacté. Enfin, je vous le souhaite. On avait des interrogations et pour l'instant, on n'a pas vraiment de précision. On appelait de nos voeux un aménagement de l'activité partielle si votre activité était particulièrement impactée et que vous n'étiez pas en mesure de faire travailler vos collaborateurs dans des conditions normales. Mardi dernier, une réunion a été organisée par le MEDEF à laquelle ont participé Marc Guillaume, qui est préfet de la région Île-de-France, et Laurent Nouniez, préfet de police de Paris, qui ont indiqué que les demandes d'activité partielle seraient acceptées par principe en cas de fermeture administrative ou si des entreprises étaient particulièrement affectées par des restrictions de circulation importantes. Donc, bon, c'est pas. Faudra prouver quand même que vous ne pouviez pas travailler normalement et que vous avez été obligé de placer vos salariés en activité partielle. Mais en tous les cas, il y a une certaine bienveillance affichée des pouvoirs publics. Néanmoins, aucun aménagement n'est prévu à date sur le dispositif actuel, que ce soit en termes de délai de procédure ou d'indemnisation. Même bienveillance, même position bienveillante pour des demandes indemnitaires qui seraient faites par des entreprises dont l'activité aurait été particulièrement impactée et donc avec une perte de chiffre d'affaires significatif. Enfin, j'attire votre attention sur les consignes de la DGT, donc la Direction générale du travail et donc l'inspection du travail, son bras armé, a mis en place toute une campagne depuis mars, donc à la fois pour informer les entreprises et surtout enfin pas surtout d'ailleurs, surtout pour informer et aussi quand même pour contrôler. Donc soyez très vigilants sur la partie durée de travail. Donc appuyez-vous sur tous les documents mis à votre disposition par Mobiliance. Il y a le guide qui vous rappelle tout ça, mais vraiment
On ne peut pas s'exonérer, surtout pour nos activités qui ne sont pas complètement liées au jeu, on ne peut pas s'exonérer des règles légales de durée du travail. Donc, on ne fait pas travailler ses salariés 60 heures, on ne les fait pas travailler tous les jours, la nuit, le week-end, tout le temps, tout le temps. Pas que ce soit votre réflexe naturel, mais en tous les cas, ce ne sera pas toléré puisqu'ils ont l'inspection du travail donc met en place un contrôle particulier sur le travail illégal, la fraude en matière d'emploi, la durée maximale de travail et la tenue des décomptes, parce que c'est bien de le dire, c'est mieux de le tracer, et les conditions d'emploi de certains publics, les jeunes travailleurs, les salariés étrangers et autres. Voilà ce que je tenais à vous rappeler. Donc, reportez-vous à notre guide qui renvoie ensuite à des pages beaucoup plus détaillées, si vous en avez besoin et si ces thèmes-là vous intéressent, vous permettant donc d'agir sur l'activité partielle, les congés payés et autres. Des questions. Donc, effectivement, si vous avez des questions, vous avez vos interlocuteurs habituels de Mobiliance. Donc, au sein de la région Île-de-France, vous avez des conseillers territoriaux. Donc M. Gruber et M. Husson. Et sinon, au siège dont je fais partie, on a 5 collaboratrices à votre disposition aussi pour vous aider en cas de besoin. Merci. C'est bon? On attaque. Bonjour à tous. Donc, je suis Dominique Horvat, je suis le responsable informatique de Mobiliance et je vais de ce pas afficher aussi l'écran de Natacha Montereau de la société Midrange qui va intervenir avec moi sur la présentation cybersécurité. Pourquoi cette présentation cybersécurité alors qu'on est sur un webinaire concernant les jeux? En fait, le souhait, c'est de vous instiller un petit peu de paranoïa parce que tous les indicateurs sont au rouge en ce moment sur ces aspects-là et on sait que avec la tenue des jeux, la France et l'ensemble des entreprises françaises vont être la cible privilégiée d'attaques et de hackers qui vont essayer d'en tirer profit. Alors, je vous rappelle quelques chiffres rapidement. Le coût moyen d'une fuite de données, ce qui arrive assez régulièrement quand on est attaqué, c'est qu'on vous vole vos données, estimé par IBM Security, le coût moyen, c'est 350 000 $, ce qui est un chiffre très, très conséquent. Hein. Je vous rappelle qu'il y a eu récemment des attaques de fuite de données, 33 millions de Français qui ont été touchés par la fraude au tiers payant et 43 sur France Travail. Et j'en ai profité aussi pour vous citer une information qui avait été donnée par le directeur de Lille à La Réunion, qui sera tout à l'heure, vous verrez en visio, en vidéo. La perte de chiffre d'affaires, 2,5 millions d'euros suite à une attaque. Vous voyez que c'est quand même des chiffres assez conséquents. Donc, c'est assez important. Et donc, en fait, ce qu'il faut considérer, c'est qu'une attaque, ça a un coût, et un coût extrêmement élevé. Alors, l'augmentation des attaques en ce moment est visible, vraiment visible. Hein. Il y a eu 112% d'augmentation annuelle au cours des 3 dernières années d'attaques par ransomware. Un ransomware, alors je suis désolé pour les termes anglophones, anglo-saxons, etc. Mais dans le domaine de l'informatique et notamment de la cybersécurité, il y a beaucoup de termes comme ça. Un ransomware, c'est un logiciel pirate qui est installé sur votre ordinateur et qui va venir crypter, coder vos données de façon à vous empêcher leur utilisation. Hein. Donc, 112% d'augmentation des ransomware, 41% de victimes de ransomware qui ont payé leur rançon n'ont pas récupéré leurs données. Hein, vous verrez qu'il y a aussi des cas dans lesquels les données ne sont pas récupérables parce qu'elles ont été détruites par les attaquants. On le verra dans la deuxième vidéo tout à l'heure. Ce n'est pas parce qu'on est une entreprise connue, belle, jolie comme Ferrari qu'on n'est pas victime de cyberattaques. Ferrari a été victime d'une cyberattaque et pour information, aujourd'hui, le score maximum de demande de rançon sur une attaque, c'est 80 millions de dollars pour un revendeur américain de services informatiques, par un groupe de hackers qui s'appelle Lockbit, qui a été démantelé et qui est en train de se reformer.
Donc ça, c'est pas un très bon signe, hein. Voilà. Donc, le plus terrible dans l'affaire, c'est que avec les outils d'IA, d'intelligence artificielle, l'arrivée de ChatGPT notamment, on a constaté une augmentation de mails de phishing assez phénoménale, puisqu'on a 1265% d'augmentation sur la dernière année. Ce qui veut dire que, en fait, ces outils d'IA, qui peuvent être très intéressants par ailleurs, sont aussi très utilisés par les hackers pour générer automatiquement des systèmes d'attaque. Il y a même des IA qui sont capables de générer des programmes malveillants directement tout seuls, hein. La principale porte d'entrée d'une attaque dans une entreprise, et ça c'est très très important que vous en ayez conscience, généralement c'est l'humain. Les machines sont beaucoup moins faillibles que l'humain. L'humain se fait avoir par des attaques de phishing. Alors, le terme phishing signifie simplement qu'on va... ça vient de fiche pêcher, et, enfin poisson et pêcher. Et en fait, on va aller hameçonner l'utilisateur, c'est le terme français, en lui envoyant un mail dans lequel il va y avoir une information du type je suis votre banque, il faut mettre à jour votre compte, cliquez ici, entrez vos informations, etc. Vous avez probablement déjà reçu des mails comme ça. Méfiez-vous, les mails sont de plus en plus réalistes, sont de plus en plus proches des mails habituels que vous recevez, et donc on peut très rapidement se faire avoir. L'autre moyen d'entrer chez vous, c'est aussi par ce qu'on appelle le smishing, c'est-à-dire le même biais que le mail pour vous avoir, mais avec des SMS, et il y en a de plus en plus. Moi je reçois régulièrement des papa, j'ai perdu mon portable, tu peux me contacter par WhatsApp sur ce numéro, clique ici pour me contacter. Et ça, on clique, on se fait avoir, on installe un logiciel malveillant, et des fois, il n'y a pas besoin de rentrer d'informations pour que le logiciel s'installe, hein. Il va s'installer tout seul. Donc, faites très, très attention à ça. Il y a de plus en plus d'attaques en ing, donc du phishing, du smishing. Il y a du Facebooking, si on veut, parce qu'il y a des attaques sur les réseaux sociaux. Et puis, méfiez-vous aussi, on commence à avoir de plus en plus d'attaques par téléphone, avec des attaques de personnes qui vont vous dire, voilà, je suis votre support technique, j'ai besoin de prendre la main sur votre ordinateur pour vous dépanner, et vous allez donner la main sur l'ordinateur. Alors là, après, c'est open bar, ils se servent, ils font ce qu'ils veulent. Et ce que vous devez absolument comprendre, c'est que lorsque c'est fini, lorsque vous avez fini de faire ça, il ne va rien se passer. Vous n'allez rien voir. Vous donnez la main à quelqu'un qui vient prendre la main chez vous, ou vous répondez à un phishing en cliquant dessus, il ne va pas y avoir tout de suite des choses qui vont se passer sur votre ordinateur. Votre ordinateur, il va se comporter tout à fait normalement, et tout va rester en veille pendant quelques semaines, voire quelques mois. Des fois, jusqu'à 6 mois, il ne se passe rien. Et en fait, pendant ce temps-là, le hacker va venir collecter de l'information, va venir regarder comment ça se passe chez vous. Il va prendre de l'information pour savoir comment est constitué votre réseau informatique, etc. Et il va préparer son attaque. Et puis, du jour au lendemain, il va déclencher l'attaque, et c'est là où vous allez être du côté mauvais de la chose, et c'est là où vous allez avoir des vrais problèmes. On va passer à la slide suivante. Méfiez-vous, avec les JO, et c'est pour ça qu'on vous prévient dans ce webinaire, avec les JO, les JOP, le risque augmente énormément, et l'aggravation de ce risque est évaluée à environ 400%. Donc, on n'est déjà pas dans une situation très saine, mais alors là, ça va devenir vraiment catastrophique. C'est malheureux, mais il faut le dire. Donc, vous devez vous préparer. Alors, les exemples d'attaques, avant de passer la parole à Natacha, les exemples d'attaques, on les a vus, c'est l'hameçonnage, le phishing. Les attaques aux fichiers partagés, c'est les mails dans lesquels on vous envoie un fichier en vous disant « Tiens, voilà, je t'envoie la facture ».
Vous vous attendez à quelque chose comme ça, vous cliquez sur la facture et en réalité, là, on va vous demander de vous connecter à votre compte 365 ou à votre compte Gmail pour récupérer la facture. Vous allez mettre vos informations, c'est fini, vous êtes perdu. Les messages vocaux, les fameux SMS ou messages vocaux, les alertes de sécurité qui vous disent « Ah, votre mot de passe est périmé aussi, il faut le changer, cliquez ici pour changer votre mot de passe ». Et puis, la dernière attaque qu'on a vue beaucoup, mais qui tente à disparaître parce qu'elle est maintenant un petit peu, on va dire, périmée, c'est l'attaque au président. Donc, c'est quelqu'un qui se fait passer pour le président de l'entreprise, qui appelle son service comptable, alors en usurpant le numéro, parce que c'est très facile d'afficher un numéro qui n'est pas le sien, hein, et en disant à son service comptable, écoutez, il faut absolument que vous envoyiez un chèque avec telle information et à tel ordre, parce que je suis à l'autre bout du monde, je viens de signer un contrat, faites le chèque et payez ça. Et à partir du moment où la compta fait le chèque et paye, ou fait le virement et paye, eh bien, les hackers le récupèrent, disparaissent et c'est fini. On a perdu quelques centaines de milliers d'euros, voire quelques millions d'euros. C'est déjà arrivé jusqu'à des sommes de ce niveau-là, hein. Voilà. Je passe la parole à Natacha et puis je la reprendrai ensuite, une fois qu'elle aura fini sa partie. Merci Dominique pour cet éclairage. Bonjour à tous. Je pense que Dominique a bien présenté, mis en valeur que les risques prennent différentes formes, avec des conséquences qui peuvent être jusqu'à dramatiques. Alors, on ne va pas revenir sur ce que vous connaissez, le hameçonnage, le rançonnage. On va revenir aussi sur la majorité d'entre vous font appel à des prestataires aussi informatiques et se disent « c'est pas moi ». Ce sont les autres. Donc, on va revenir sur ce point qui est quand même essentiel. La majorité des cas, eh bien, on n'a pas forcément conscience que le risque est partout, avec des impacts qu'il faut connaître. Donc, vraiment, la première phase pour vous, c'est mieux vous connaissez les menaces, les risques, plus vous pouvez faire face et prévoir des systèmes de défense, ou en tout cas sur des basiques. Et Dominique, bonne nouvelle, vous proposera des basiques qui sont à votre portée. Qu'est-ce qui se passe quand il y a une attaque? On fait face à un blackout, parfois total. 2 témoignages qu'on va vous faire partager juste après. Quand on parle de problématiques organisationnelles, c'est tout simple. Plus de facturation, plus d'accès aux données. On se retrouve avec des plannings, on n'a plus accès au planning, on n'a plus accès à Internet. C'est ce qu'on appelle le vécu d'un garagiste. Et on a beaucoup des adhérents Mobiliance et aussi de nos clients qui nous font ce retour en disant « c'est la pagaille ». Des conséquences financières qui sont, alors en France, en moyenne, c'est 59 000 €, mais ça peut aller de quelques jours de blackout jusqu'à plusieurs mois, avec parfois une situation qui génère plusieurs millions de chiffres d'affaires, voire la survie de l'entreprise qui a un impact. Souvent, c'est l'image qu'on a vis-à-vis des clients, parce que tout le travail que vous faites au quotidien, c'est précieux. Et puis, c'est vite bouleversé quand les clients ne peuvent plus se rapprocher de son garagiste et à un moment donné, il ne peut plus le recevoir pour réparer les voitures, surtout dans une période clé. Donc, on vous invite, et Mélanie va nous lancer la première vidéo, à écouter donc Léal Réunion, qui est un concessionnaire comme vous. En février 2023, la société Léal Réunion fait attaque. Qui nous relatent finalement leur vécu. On vous mettra, Mélanie, si vous voulez, on mettra les liens, parce que ça peut vous permettre en interne aussi de sensibiliser les collaborateurs, et ça peut être clé. Donc, on a 2 témoignages. Le premier, c'est un concessionnaire qui découvre en pleine nuit que son système d'informatique, l'accès à Internet, etc., tout est bloqué. C'est ce qu'il appelle l'entrée
je dirais, en crise et qui va découvrir qu'en pensant que tout était, je dirais, que tout était confort pour lui puisqu'il avait des systèmes de sauvegarde, et ben dans les faits, toutes les sauvegardes lors de l'attaque ont été supprimées directement par le pirate, ce qui a généré vraiment une pagaille en interne et l'impact a été d'autant plus fort qu'il se pensait complètement sécurisé par rapport à ce qui avait été mis en place. Il nous le raconte avec des mots vraiment d'un choc qu'il a vécu et c'est vrai que c'est toujours, on est toujours sensible à tous ces professionnels qui vivent finalement des situations dramatiques et c'est aussi pour ça qu'avec Dominique, on voulait sensibiliser. Alors, on n'a pas l'occasion de vous faire écouter ce premier témoignage, mais on vous le mettra dans le lien. On va essayer sur le deuxième, Natacha, si tu veux bien, d'accord. parce Très que bien. Mélanie a refait le partage et probablement sur la deuxième vidéo, on va pouvoir écouter le témoignage. Super. Alors le deuxième, eh bien, je pense que tout le monde a entendu parler de cette attaque de Conti et notamment, là, on est avec le patron de Solware, qui est Bonjour. l'éditeur de logiciels. Allez, c'est parti, c'est super, ça marche. Éditeur de logiciels pour 2 secteurs d'activité, la distribution et réparation automobile et le secteur du médico-social. Dans la nuit du 11 août 2021, j'ai été réveillé par un SMS de mon principal collaborateur à 4 heures du matin pour m'annoncer que l'entreprise avait été victime d'un ransomware soupçonné à ce moment-là. Et puis ça s'est très vite confirmé. L'ensemble de nos systèmes ont été touchés par ce virus. La personne qui était d'astreinte à ce moment-là a vu sur son écran qu'il y avait des serveurs qui ne répondaient pas. Donc il s'est connecté sur sa plateforme de supervision et il a constaté qu'un serveur ne répondait pas, puis un autre. Et donc il a compris que quelque chose ne se passait pas correctement. Donc il a pris la main par un autre biais et il a vu que sur le bureau du serveur, il y avait un petit message readme.txt. Et dans ce message readme.txt, il y avait le lien vers une plateforme de chat qui était la plateforme de chat du ransomware, où là, clairement, on disait votre système a été crypté, connectez-vous à tel endroit et vous allez être mis en relation avec les rançonneurs. On s'est rendu compte que la situation était assez grave assez vite. L'ensemble de nos systèmes de production ont été touchés. Ils n'étaient plus accessibles. Et l'ensemble de nos sauvegardes avait été également supprimé. Évidemment, on avait des sauvegardes redondées, donc on avait des sauvegardes dans plusieurs endroits, mais elles étaient connectées. Et donc l'ensemble de nos sauvegardes qui étaient connectées ont été supprimées au même moment, en même temps que les données ont été cryptées. Donc nos clients, et en particulier les clients automobiles, ne pouvaient plus accéder à leur application et ne pouvaient plus accéder à leurs données. Merci Mélanie. Tous ces environnements, ce qu'on appelle full web, et notamment tous les agents, tous les garagistes qui, du jour au lendemain, n'ont pu accéder à leur outil métier, leur DMS, et donc des semaines, voire des mois, jusqu'à 18 mois de perturbation. Donc, on laissait sur le carreau 200 agents, donc sur les 1300 clients, avec des pertes des données et le temps de faire un retour, 6 mois de retour à la situation initiale. Je peux vous dire que je crois que c'est une des, en tout cas dans le secteur automobile, un exemple qui nous a tous marqués, mais qui nécessite aussi de revoir et vraiment de prendre conscience qu'il faut un certain nombre de choses à mettre en place. Et c'est pour ça que je vais passer la parole à Dominique, car il a des précieux conseils à vous donner que vous pouvez mettre en place à votre niveau et de façon très bien, très simple. À toi, Dominique.
Merci, Natacha. Alors, vous avez vu que quand on est victime d'une attaque, on se retrouve dans une situation qui est vraiment catastrophique, hein. On n'a plus rien. On n'arrive même plus à savoir comment joindre les collaborateurs quand ils ne sont pas sur le site, puisqu'on ne connaît pas forcément de tête les numéros de téléphone, mais si on n'a plus accès à la téléphonie de l'entreprise, on n'a plus rien. Si on n'a pas accès au planning, à l'agenda des réparations, on ne sait même plus quels sont les clients qui doivent venir, ceux qui doivent récupérer un véhicule, c'est vraiment une catastrophe, hein. Et on se retrouve vraiment dans une situation catastrophique. Donc, l'idée, c'est de se préparer à ça. Et pour vous préparer, eh bien, suivant la taille de votre entreprise, il va falloir vous faire accompagner. Et en fait, il n'y a guère que les très, très, très grosses entreprises qui peuvent se permettre de traiter les choses toutes seules. Les entreprises de taille moyenne, les PME, les entreprises, les petits agents, les artisans, les gens comme ça, ont obligatoirement nécessité de se faire accompagner. Et dites-vous une chose, les prestations de cybersécurité, celles qui vont vous être facturées par des entreprises qui peuvent vous accompagner, elles seront toujours moins coûteuses que la remise en état de votre système suite à une attaque, ou même carrément à la perte de votre entreprise, parce qu'il y a aussi des pertes d'entreprise à cause de ça, hein. Et le problème de la cybersécurité, c'est le même problème que l'on a l'habitude de voir, c'est que c'est toujours la course du gendarme derrière le voleur, mais que le gendarme est toujours un peu derrière le voleur, il n'est jamais devant le voleur. Et ce que moi, je vais vous proposer, ce dont je vais vous parler, c'est de systèmes qui permettent d'anticiper justement ces choses-là pour être pratiquement à côté du voleur en même temps que lui, hein. J'en profite juste avant de vous parler de ce slide-là, pour vous dire que vous êtes en région Île-de-France et vous avez la chance, la région Île-de-France propose des aides pour les entreprises qui veulent mettre en place des choses en termes de cybersécurité. Il y a 2 aides principales très intéressantes. Il y a la première aide qui s'appelle le chèque cyber, qui est donné par la région Île-de-France aux entreprises, avec quelques conditions, hein, mais vous les trouverez très facilement sur Internet. Vous tapez chèque cyber Île-de-France, vous allez trouver les règles. Et ce chèque cyber va vous servir à réaliser des audits de cybersécurité dans votre entreprise pour savoir où vous vous situez en termes de risque par rapport à l'audit qui va vous être fait. Et le deuxième chèque, c'est ce qui s'appelle le chèque investissement cyber, qui est un chèque beaucoup plus élevé, hein, ça peut aller jusqu'à 10 000 euros, hein, d'aide. Ce chèque investissement cyber, eh bien, il va vous aider si vous souhaitez mettre en place des moyens de défense pour votre entreprise. Par exemple, ce dont je vais vous parler tout à l'heure, eh bien, vous pouvez, si vous faites appel à des entreprises qui sont certifiées, eh bien, vous pouvez bénéficier d'aide de la région. D'accord ? Et moi, je vous invite à le faire et à faire vos demandes parce que ça va vous permettre de payer moins cher au final. Alors, il faut vous préparer contre les attaques cyber, alors que ce soit pour les JO ou que ce soit de façon générale, mais il faut que vous soyez prêts. Et j'insiste, hein, en tant que chef d'entreprise, il faut que vous ayez des craintes de ce côté-là. Donc, il faut renforcer en premier lieu tout ce qui est de la pédagogie sur la sécurité auprès de vos collaborateurs. Donc, il faut sensibiliser vos collaborateurs aux risques liés à la cybersécurité, les SMS, les mails, les choses comme ça, il faut absolument en parler. Il faut aussi prendre conscience que chaque fois que vous donnez une information ou qu'un collaborateur donne une information sur l'entreprise à quelqu'un d'extérieur à l'entreprise, il a donné de la connaissance pour pouvoir être plus facilement attaqué. Si vous discutez, si un de vos collaborateurs discute avec quelqu'un qui est un pseudo-prestataire qui vient savoir si vous avez un système de sécurité, ceci, cela, et que vous diffusez de l'information sur cette sécurité, que vous diffusez de l'information sur votre infrastructure, eh bien, vous donnez une information qui peut être utilisable par un pirate, hein. Donc, le premier but, c'est d'instiller de la paranoïa dans l'esprit des gens. Il ne faut pas être paranoïaque jusqu'au bout, mais il faut avoir cette crainte derrière la tête en permanence. La deuxième chose, ça va être de durcir vos règles de mot de passe.
aujourd'hui, vous avez, et certainement parmi vous, 90% de vous avez des mots de passe qui sont pour vous compliqués et qui en réalité sont très simples. En dessous de 10 caractères, un mot de passe est très facilement craquable. Hein, on a des applications et des processeurs qui sont suffisamment performants pour que ça tienne quelques minutes, pas plus. À partir de 12 caractères, c'est bien. Et c'est pas parce que votre mot de passe, c'est un KZT98, deux points d'exclamation, tiré bas 26, qu'il est facile, qu'il est dur à trouver. Il n'est pas long, donc il n'est pas dur. Ce qui est difficile à trouver, ce sont des mots de passe de grande longueur. Par exemple, vous pouvez très facilement avoir une phrase toute simple que vous allez retenir facilement, mais qui sera extrêmement difficile à trouver par un pirate. Vous dites « j'aime ma maman, j'aime mon papa parce qu'ils sont mes parents et que je les adore ». C'est très 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 long, c'est introuvable par un hacker et par un système automatisé. Introuvable. D'accord ? La deuxième chose sur les mots de passe, c'est de différencier les mots de passe entre les différents sites. La règle qui est la règle communément énoncée, c'est que sur un site, on a un mot de passe, sur un autre site, on a un autre mot de passe. C'est très compliqué à gérer parce que vous allez avoir beaucoup de mots de passe. Alors, vous pouvez faire des déclinaisons d'un seul mot de passe. Vous pouvez aussi utiliser des coffres-forts numériques spécialisés pour stocker vos mots de passe à l'intérieur et ne plus avoir à vous en rappeler. Et là, vous serez absolument tranquille. Le troisième point, c'est de généraliser ce qui s'appelle la double authentification. La double authentification, vous devez tous le connaître parce que ça a été mis en place notamment par les banques de façon assez forcée. C'est chaque fois que vous entrez votre mot de passe et que vous voulez vous connecter, on vous envoie un code SMS avec 6 chiffres à taper ou 8 chiffres à taper et vous tapez ces 8 chiffres. Si la personne n'a pas votre téléphone portable et ne reçoit pas votre SMS, il ne pourra pas s'y connecter. Alors, c'est vrai avec les SMS, c'est vrai avec des systèmes qui s'appellent des authenticators, qui sont des applications qui vous génèrent des mots de passe comme ça automatiques. Donc, mettez en place cette double authentification, c'est important sur les points qui sont les plus importants de votre infrastructure informatique. L'avant-dernier point, c'est la mise à jour de son infrastructure. Vous avez tous des serveurs, des PC sous Windows, etc. Il faut absolument mettre à jour vos PC, être sur la dernière version de votre OS et passer les correctifs de sécurité, parce que si vous ne le faites pas, il y a des failles, et s'il y a des failles, elles seront exploitées. C'est clair, net et précis. Dès qu'une faille existe, elle sera exploitée. Parce que les pirates ne ciblent pas une entreprise en particulier. Ils ont des robots qui scannent en permanence Internet et qui détectent « Ah, tiens, ici, il y a quelqu'un qui possède cette faille de sécurité. Ah, tiens, là, il y a une entreprise qui n'a pas mis à jour son OS. Ah, tiens, il y a ceci. Ah, tiens, il y a cela. » Et à partir de là, ils ont des listes, puis ils n'ont plus qu'à revenir et puis se servir. Hein. Donc ça, c'est très important. Et le dernier point, protégez vos serveurs et vos ordinateurs, vos postes de travail, avec, alors avant on mettait des antivirus, maintenant on met des systèmes qui sont plus sophistiqués que les antivirus, ça s'appelle des EDR, Endpoint Detection and Response, et la différence avec l'antivirus, c'est que là il y a la partie response, ça veut dire qu'on va faire la détection comme l'antivirus, mais on va faire la réponse, ça veut dire que si quelque chose a changé votre système, a modifié l'état de votre système, eh bien l'EDR, lui, va faire ce qu'on appelle la remédiation, c'est-à-dire qu'il va remettre les choses dans l'état, il va bloquer le process qui s'en est occupé et il va tout remettre tel que c'était avant. Et évidemment, il va vous prévenir. Donc ça, ce sont vraiment des systèmes d'avenir qu'il faut mettre en place dans vos entreprises et pour lesquels je vous invite à vous renseigner et à vous rapprocher d'entreprises de cybersécurité pour les mettre en place. Il faut aussi corriger vos failles, et les failles, par essence, vous ne les connaissez pas, puisque ce sont des failles. Et donc, pour connaître vos failles, faites réaliser un audit de sécurité
Alors, un pen test, c'est un test de pénétration. Ça veut dire qu'une entreprise de cybersécurité va venir chez vous et va essayer de rentrer chez vous pour pénétrer votre entreprise. Et ensuite, vous allez corriger vos défauts, vous allez mettre en plan de défense avec un plan de reprise d'activité, avec des sauvegardes correctement faites, externalisées et hors ligne, hein, de façon à ne pas vous les faire crypter si jamais il y a un crypto qui rentre chez vous. Et puis, vous pouvez aller plus loin en mettant une surveillance active de votre infrastructure, si votre infrastructure le nécessite. Si vous êtes une PME, à ce moment-là, vous allez avoir une infrastructure informatique un petit peu importante. Mettez en place un SOC. Le SOC, c'est un Security Operations Center. Alors, il n'y a guère que les boîtes qui sont au 440 qui peuvent mettre en place le SOC en interne. Généralement, quand on veut mettre en place un SOC, on passe par des sociétés spécialisées qui vont mettre en place tout un système de détection et de remédiation. D'accord ? Et ce SOC va avoir comme objectif, en cas d'alerte, de remédier immédiatement à l'alerte, H24, 365 jours par an, et ensuite de faire une analyse forensique, c'est-à-dire une étude très poussée pour remonter à l'origine de votre problématique. On peut passer à la slide suivante. Donc, pour résumer, un SOC, c'est quelque chose qui est très important dans une entreprise dans laquelle la taille commence à devenir importante. Hein. Je pense aux entreprises PME au-delà de 40-50 collaborateurs. Vous commencez à avoir une infrastructure informatique importante. Vous mettez en place une surveillance H24, 365 jours par an. Alors, évidemment, pas en interne, hein, ça sera sous-traité, avec des interventions qui ont lieu dans les 15 à 30 minutes de délai et dans lequel la réponse à l'incident interviendra dans un délai de 24 à 48 heures. Ce sont des équipes hyper spécialisées, des cyber spécialistes. Pour votre information, en interne, on est 160 collaborateurs environ chez Mobiliance, donc on est à peu près la taille d'une PME, d'une belle PME, et on n'a pas les équipes nécessaires pour traiter, nous, un SOC de ce type-là. Donc, on sous-traite. Et on sous-traite auprès d'une société qui va traiter ça H24 et qui préviendra les équipes internes si quelque chose arrivait, mais auront fait le nécessaire pour bloquer l'attaque avant qu'elle ne se produise. Et comment est-ce qu'ils font ça? Eh bien, en fait, ils analysent tout ce qui se passe sur notre infrastructure en permanence. Ils ont ce qu'on appelle des signaux forts et des signaux faibles. Les signaux faibles, c'est « Tiens, c'est marrant, cette machine-là, elle s'est connectée à une heure où normalement la personne ne travaille pas, par exemple à 11 h le soir. Et c'est pas normal que cette machine se connecte à 11 h le soir. Et puis en plus, elle a essayé d'accéder à une ressource qu'elle n'a pas l'habitude d'utiliser. Et ça, ce sont des signaux faibles. Et en croisant les signaux faibles, on va avoir quelque chose qui va devenir un signal fort et qui va dire où il se passe quelque chose sur notre réseau, bloquons ça avant que ça aille plus loin, analysons ensuite et remettons tout ça dans l'ordre. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je voulais simplement vous rappeler que personne n'est à l'abri d'une attaque. Et la question que vous devez vous poser, c'est pas est-ce que vous allez avoir une attaque ou pas, mais quand est-ce qu'elle va arriver? Parce qu'elle arrivera forcément. Nous avons, nous, chez Mobiliance, des attaques régulières toutes les semaines. Simplement, on le sait parce qu'on les surveille. Si vous ne les surveillez pas, vous ne le saurez pas. Et un jour, vous serez dans la situation des deux sociétés qu'on a vues précédemment. Ce que je ne vous souhaite pas, évidemment. Hein. Je laisse la parole à Natacha, qui va vous parler de solutions qui sont mises en place par Midrange en accompagnement avec Mobiliance. Alors, très rapidement, le temps passe. Donc nous sommes partenaires de Mobiliance et pour les adhérents de Mobiliance, vous avez la possibilité de bénéficier pour vous ou plusieurs de vos collaborateurs jusqu'à 3 d'une formation gratuite, complètement prise en charge par la BPI et sans aucune démarche administrative. Vous vous inscrivez, ça suffit. L'avantage, c'est que, ce que disait Dominique, vous faites bénéficier déjà d'une couche
Parce qu'on a dit qu'à 90%, c'est l'humain et c'est l'ouverture premier de la faille de sécurité et donc de très fortement réduire. Vous allez voir, c'est très court, mais c'est très efficace. Et le retour d'expérience, c'est que ça porte ses fruits. C'est du temps. Le temps, vous ne l'avez pas. Mais comme disait Dominique, parfois, il y a des investissements en termes de temps qu'on ne peut pas reculer. Celui-ci, on vous invite, pour vous ou pour quelques-uns de vos collaborateurs, à l'intégrer. Ça dure 6 heures. Mélanie, si tu peux juste montrer un peu en détail. Donc, il y a 2 phases, 2 fois 6 heures. Une première, on va analyser avec vous vraiment votre situation au regard de la cybersécurité de façon concrète et très simple. On identifie aussi les connaissances et la maturité, ce qui se passe. Donc, c'est vraiment l'audit de premier niveau, avant même d'aller vous rapprocher des spécialistes en cyber. Et la deuxième phase, on a vraiment toute une méthodologie et des choses très simples, très concrètes, vous pouvez même récupérer pour vous permettre de réagir, d'expérimenter, d'identifier les bonnes pratiques et puis de déployer toutes ces phases-là pour réduire très fortement le risque. Donc, n'attendez plus, si tu peux juste montrer, parce qu'on a aussi un flash code. Donc, inscrivez-vous dès maintenant. Je crois que Mélanie, tu vas mettre aussi en commentaire. N'hésitez pas à me contacter. Vous nous transmettez vos coordonnées. On se rapproche de vous. Vous êtes entre vous, entre pairs. C'est vraiment des groupes de 4 à 6. Voilà, entreprise, c'est vraiment... ça permet de partager aussi dans votre domaine d'activité. Et puis, voilà, c'est fait. Vous serez un peu plus serein, et notamment dans la période de JO. Voilà, je vais peut-être laisser, s'il y a d'éventuelles questions, la suite à Mélanie, et on sera ravis avec Dominique de pouvoir y répondre si besoin. À ce stade-là, je n'ai pas vu de questions. Bon, de toute façon, on commence à être habitué à notre méthodologie de travail, nos adhérents. Donc, vous aurez l'intégralité du support qui sera envoyé plutôt début de semaine prochaine. Le temps pour nous de mettre à jour en fait également le guide et de remodifier un petit peu le format de la vidéo. Vous aurez également les liens pour les 2 aides régionales qu'a évoqué tout à l'heure Dominique. Tous les éléments pour solliciter l'accompagnement de Midrange. Et voilà, et ça sera déjà, enfin, ça viendra en complément de tout ce qu'on a pu déjà vous apporter, et ça continuera d'être nourri au fil des semaines, plus on va se rapprocher de l'événement. Et donc, j'en profite déjà pour remercier mes collègues du jour, Céline, Dominique, Natacha et surtout Mélanie pour la préparation de ce webinaire, et qui, à l'issue de ce dernier, va tout de suite rembrayer pour mettre à jour le support. Et je vous remercie toutes et tous pour votre participation.